Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Clotilde Ripoul, membre du conseil d'administration d'Anticor. Anticor qui a perdu son agrément vendredi face à la justice. Clotilde Ripoul, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes effectivement membre du conseil d'administration d'Anticor. Je rappelle que vous êtes agrégé d'économie de gestion, que vous êtes professeur de management pendant 20 ans, vous êtes conseillère municipale de Perpignan et fondatrice de l'Association nationale des élus locaux d'opposition. C'est vous dire simplement que vous n'êtes pas quelqu'un qui débarquait d'une école d'administration, tout simplement, que vous n'êtes pas quelqu'un qui débarquait, qui connaissait quand même le réel et la réalité depuis des gens pas mal de temps. Alors Anticor, Philippe Pasco était venu nous en parler la semaine dernière, en annonçant que peut-être, probablement, Anticor allait perdre son agrément. Alors, juste un mot, je le dis rapidement, avant de vous donner la parole, et on va avoir le temps d'en parler, parce que c'est quand même assez préoccupant et disons assez grave, cette histoire. Donc, la justice française annule l'agrément d'Anticor vendredi dernier, le 23 juin. Et c'est quoi un agrément? L'agrément, il permet à l'association anticorruption, c'est ça, anticorruption, de déclencher des poursuites judiciaires. Alors, vous allez me dire, mais quelle poursuite judiciaire? Eh bien, rapidement, on va en parler avec Clotilde Ripoul. La cession de la branche énergie de l'Alstom à General Electric, vous rappelez qu'on en a beaucoup parlé avec Olivier Marleix et autres, les contrats russes d'Alexandre Benalla, et aussi des plaintes contre Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale à l'époque, Alexis Collère, secrétaire généralisé, et Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui ministre de la Justice. Excusez de peu, franchement c'est lourd. Alors ils exagèrent quand même, Anticor, ils s'attaquent. Et puis sur les relations entre l'ex-ministre Sylvie Goulard et l'Institut américain Berggruen. Mais justement, le tribunal administratif a dit décision rétroactive. Ça veut dire que toutes les affaires initiées depuis le 2 avril 21, donc plus de 2 ans, eh ben c'est fini. C'est-à-dire Alstom, fini, Benalla, fini, Ferrand, Collère, Dupond-Moretti, fini. Circuler, il n'y a rien à voir. Qui est devenu un grand slogan un peu partout aujourd'hui. Alors, Clotilde Ripoul, bonjour. Alors, Anticor, d'abord, ça a été créé par qui et comment? Or, c'était créé par notamment Éric Alphen pour le juge, le magistrat. Oui, tout à fait, parce que en France, nous avons un petit souci avec les contre-pouvoirs. Et donc, il y avait la volonté que les citoyens français s'emparent de cette question de la corruption et puissent peser dans la balance si jamais, comme vous savez, la séparation des pouvoirs n'est pas complète dans notre belle démocratie, et donc puissent, si jamais la justice peinait à initier un certain nombre d'affaires, justement que nos concitoyens puissent se saisir de ces sujets-là et c'était en justice. Voilà. Vous savez qu'on a eu un coup de fil, parce qu'il nous écoute de Montesquieu, il est sous calmant. Le peuple, il sait pas du tout, il en est Montesquieu, ça va très mal. Alors donc, vous avez décidé, et ça s'est créé exactement... Alors, j'étais pas, je suis désolée, j'étais pas à la création. Moi, j'ai rejoint Anticor à l'époque où Catherine Le Guernec, malheureusement décédée, en était présidente. Quand j'ai créé l'Association nationale des élus locaux d'opposition, elle était élue face à Monsieur Balkany. Voilà. Donc, on avait des combats, je dirais, qui se rejoignaient. Ils sont communs, oui, enfin. Voilà, oui. parce que la base de la démocratie, c'est le pouvoir et les contre-pouvoirs. Comme vous avez dû vous le dire au téléphone, notre ami Montesquieu. Voilà, il n'y a pas de démocratie sans pouvoir et sans contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est un des fers de lance de notre démocratie. Ça doit l'être, c'est-à-dire, sinon, elle s'appauvrit et puis... Et donc, le contre-pouvoir, c'est effectivement de pouvoir avoir question à tout, on le dit souvent ici, et d'interroger sur telle ou telle affaire, telle ou telle, etc. Et Anticor, effectivement, n'est pas resté, n'a pas chômé de ce point de vue-là. L'association s'est beaucoup développée, a pris du poids. Aujourd'hui, elle est forte de 6500 adhérents dans la France entière. C'est important. Elle a pu développer une véritable expertise en matière de corruption.
c'est important de pouvoir être solide pour pouvoir pas faire n'importe quoi dans ce domaine-là non plus. D'où l'intérêt d'un agrément. Bien sûr. Est-ce que nous ne discutons pas de l'intérêt d'un agrément? Oui, alors justement, mais avant de parler de ça, moi j'aimerais peut-être pas mal d'expliquer la corruption, tout le monde sait ce que c'est, mais quand même, l'acte de corruption, il a plusieurs facettes, mais comment on peut le définir si on avait à le définir ? Puisque c'est la chose du monde, hélas, l'une des choses du monde les mieux partagées, il faut le dire. Comment? C'est-à-dire, la corruption, pour prendre un exemple très précis... Je ne savais pas que ce matin, je venais mais absolument, c'est de la philosophie. Refaire une dissertation de philosophie que je n'ai pas bien réussi à l'époque. Mais expliquez, parce que pourquoi je dis ça? Pas pour se lancer dans des grandes méditations sémantiques, mais parce que où commence... Je dirais qu'il y a une notion d'intérêt personnel et d'intérêt général. Dans la vie publique, l'investissement dans la vie publique se fait au bénéfice, normalement, de l'intérêt général et pas des intérêts... On œuvre pour le bien commun quand on entre en... Tout à fait. Quand on entre en politique, mais aussi de manière générale quand on dirige certaines grosses organisations, qu'elles soient entreprises, privées ou publiques, médiatiques, syndicales ou autres. Oui. Les citoyens payent des impôts, ils sont en droit de s'attendre à ce que tout le monde paye sa part pour contribuer à la dynamique générale et à l'intérêt général. Et la corruption commence à partir du moment où on prend un certain nombre de décisions en vue d'intérêts particuliers, personnels ou particuliers. Autres. Bien sûr. Oui. Voilà, et plus en vue d'intérêts généraux. Voilà. C'est mettre ses intérêts particuliers avant le bien commun. Exactement. D'où l'expression conflit d'intérêts. Tout à fait. C'est ça. Alors on va en parler, on va continuer à en parler parce que c'est passionnant ce qui se passe et c'est très significatif quand même quand une institution de contre-pouvoir est justement contrecarrée. On en parle tout de suite après cette petite pause. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Avec Clotilde Ripoul, qui elle aussi est dans tous ses états, avec Anticorps bien sûr, effectivement, l'association Anticorps à qui on vient de retirer son agrément, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le droit de fonctionner. Alors justement, comment ça fonctionne Anticorps ? Alors Anticorps existe toujours parce que c'est avant tout une association de citoyens et j'incite tout le monde à venir et à soutenir Anticorps en adhérant à l'association. Voilà, donc c'est une association qui, comme toute association, est régie par des... Voilà, tout à fait, régie par des statuts. Ces statuts ont été... plusieurs fois modifiés, justement pour essayer d'arriver à avoir un système de fonctionnement. Voilà. Donc il y a un conseil d'administration dont je fais partie, qui a été élu dernièrement lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue, je crois, début juin, si ma mémoire est bonne. Voilà, ce conseil d'administration se réunit très régulièrement, je dirais à peu près tous les mois. Il donne des grands axes, c'est-à-dire il discute des thèmes les plus importants et notamment des affaires en cours ou des affaires possibles sur lesquelles Anticorps peut se porter partie civile. Et puis il y a un bureau qui lui est composé de 6 membres et qui, je dirais, gère la vie ordinaire de l'association. Ça veut dire que vous avez évidemment des avocats, vous avez des enquêteurs. Comment vous enquêtez sur les affaires, justement ? Alors, les affaires, elles sont remontées souvent par les instances locales, puisqu'Anticorps a des représentants régionaux dans les différents départements. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi par des membres du conseil d'administration, par des personnes, des adhérents qui nous sollicitent et qui peuvent envoyer un certain nombre d'informations sur des faits qu'ils constatent. Et là, voilà. Donc à ce moment-là, on regarde, on part pas bille en tête dès que quelqu'un a l'intention ou trouve que son maire ou son élu ou telle ou telle organisation fonctionne mal. Donc bien évidemment, ça passe des filtres juridiques, de
fait, on établit effectivement comme une enquête de façon à voir s'il y a légitimité pour se lancer dans une procédure. D'accord. Et ça, ce sont des gens qui enquêtent, qui prennent le temps de regarder le dossier. Tout etc. à fait. Des adhérents dans la plus grosse proportion des cas, et puis on se fait aider d'experts, de personnes qui ont la faculté de donner un point de vue plus éclairé. Juste un mot, ils sont bénévoles, ces experts? Alors ça dépend, il y a des avocats qui travaillent pour Anticor, et puis, et puis on a quand même une richesse dans les 6500 adhérents qui participent à l'association. Il y a des juristes, il y a des urbanistes, il y a des... Voilà, c'est la richesse de la vie associative et des citoyens engagés. Et vous vivez de vos dons? Enfin, vous vivez des dons? Pas de subvention, j'imagine. Non, nous sommes une association qui vit de ses dons, de ses adhérents. Vous faites partie de ces associations rares qui n'ont pas de subvention. Incroyable, ça. Pour garantir notre indépendance. Alors justement, cette indépendance, elle a été mise un peu en question en disant oui, d'accord. D'abord, manque de transparence sur l'identité d'un mystérieux donateur qui verse 5 000 € par mois depuis janvier 2020. Écoutez, Philippe Pascot, qui était à votre place, je crois, a donné son nom. Bon, voilà. Invocation des protections des données personnelles, une politique de confidentialité. Au fond, on vous reproche aussi d'être manipulé dans un sens, soit par l'extrême gauche, soit par ceci, soit par cela, que vous êtes orienté. Vous répondez quoi à cela ? C'est-à-dire que nous sommes un contre-pouvoir. Donc, comme son nom l'indique, on est souvent, enfin, dans les affaires, nous sommes contre le pouvoir. Quel qu'il soit, de droite ou de gauche ou ailleurs. Et du reste, cette orientation, on peut la démentir, puisqu'on nous dit vous n'êtes jamais contre la gauche. Quelque part, il y a cette espèce de soupçon. Mais si, nous sommes contre Jean-Luc Mélenchon concernant ses comptes de campagne, contre Madame Hidalgo concernant la concession du parc des Expositions de Paris. Donc, voilà, le pouvoir aujourd'hui, il y a plus d'affaires contre le pouvoir actuel parce que c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Voilà, et que nous contrôlons le pouvoir. Donc si le pouvoir est plus à droite, eh bien, je dirais les affaires seront plus de droite. S'il est plus au centre ou s'il est plus à gauche, voilà. Mais il n'y a pas d'orientation politique dans la façon de fonctionner d'Anticor. Nous avons une détermination, c'est que la corruption en France a un coût qui est exorbitant pour nos concitoyens. Et ça, c'est une donnée qui n'est pas suffisamment mise en avant. C'est-à-dire que l'Europe a estimé que 120 milliards d'euros échappaient aux caisses de l'État du fait... Européen. Non, au niveau français. 120 milliards d'euros échappés aux caisses de l'État. Du fait de la corruption. D'accord. C'est quelque chose de colossal. Et c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, on voudrait présenter Anticor comme un empêcheur de tourner en rond, un gêneur, voilà, qui travaillerait pour des intérêts. Oui, c'est évident. Mais le gêneur, il permet à notre belle démocratie de fonctionner mieux. Bien sûr. 120 milliards d'euros, chiffre donné par les instances européennes. C'est des instances européennes qui ont fait ce calcul-là. D'accord. Et alors justement, à votre avis, pourquoi, si on peut comprendre pourquoi, évidemment, les gêneurs, on veut les empêcher de gêner en rond, si on veut en tout cas. Mais on ne comprend pas très bien, c'est vrai, ça a d'ailleurs choqué beaucoup de nos auditeurs et beaucoup de gens un peu partout. D'ailleurs, on a un contre-pouvoir citoyen qui tombe comme ça. Vous y attendiez ou pas du tout, franchement ? Oui. Parce que cet arrêté était mal rédigé. Mais quand il vous est favorable, il n'est pas de mise... L'arrêté fait par Jean Castex, alors Premier ministre. Pour les services par les services du Premier ministre, était mal rédigé, mais il nous était favorable. Donc, les juristes administratifs, dont je ne fais pas partie, mais ils vous diront, on ne se porte pas plainte contre un arrêté mal rédigé qui vous est favorable. Donc, nous, à titre personnel, Anticor, nous n'avions aucune raison d'attaquer cet arrêté. Voilà. Oui, je comprends. Et en fait, il s'est révélé... Alors, il a été attaqué par un ancien adhérent d'Anticor, voilà, qui a trouvé une faille qui était bien trop évidente et qui n'est pas satisfait pour différentes raisons. Et je dirais que ça, c'est la vie de l'association, c'est assez sain. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que la Première ministre fasse au plus vite
pour rétablir l'agrément d'Anticor et montre par là que le gouvernement est un gouvernement qui montre haut et fort que la lutte anticorruption, ça fait partie de ses valeurs. Je dirais que plus le temps s'écoulera entre maintenant et la promulgation d'un nouvel arrêté nous donnant notre agrément, plus on pourra douter de la bonne volonté du gouvernement. Parce que la première ministre, en l'occurrence Elisabeth Borne, peut aller contre le jugement du tribunal administratif. Tout à fait, puisque finalement cet agrément, il a été annulé pour un motif purement de rédaction de l'arrêté. Oui, vice de forme. Voilà, presque, oui, exactement. Un vice de forme qui n'est pas, je dirais, c'est pas Anticor qui est à l'origine de ce vice de forme. C'est les services du Premier ministre Jean Castex de l'époque. Voilà. Bon, on peut croire qu'ils avaient beaucoup de travail et qu'ils ont été négligents sur la rédaction de l'arrêté, mais justement, il y a moyen aujourd'hui et très rapidement de remettre tout ça d'équerre. Et juste pour savoir, vous êtes en contact, j'imagine, avec les services du Premier ministre ou de la Première ministre en ce moment. Est-ce que au fond, derrière il y a vraiment une dimension politique, parce que Alstom, General Electric, on sait ce que ça a fait, Richard Ferrand, Alexis Collère, Éric Dupond-Moretti, encore une fois. Et c'était, vous m'avez dit hors antenne, que c'était Éric Dupond-Moretti qui devait, en fait, en tant que ministre de la Justice, signer le nouvel agrément. Normalement, ça dépend du ministère de la Justice, tout à fait. Mais pour raison de conflit d'intérêts, c'est transféré au Premier ministre. Exactement. Alors écoutez, on va continuer d'en parler, c'est absolument passionnant. Anticor, comment lutter effectivement contre la corruption, comment surtout rétablir les contre-pouvoirs, c'est absolument fondamental dans tous les domaines. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Clotilde Ripoul, membre du conseil d'administration d'Anticor. Alors je dis pour les auditeurs, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on permettait à faire à Anticor? Et vous allez voir, c'est ça, auditeur de Sud Radio, c'est le fond du problème. L'agrément permet à Anticor, comme à toute association qui se prétend lutter contre la corruption, ou autre domaine, de saisir un juge indépendant lorsque le procureur de la République, je le rappelle, qui est toujours placé sous l'autorité du ministre de la Justice, classe sans suite un dossier en matière de probité publique. C'est bien ça. C'est-à-dire, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu sait si on a entendu telle ou telle affaire, elle est classée sans suite, etc. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est dire, enfin, ce que vous pourriez faire jusqu'à l'agrément, et on espère que vous l'aurez à nouveau. Vous utilisez un juge indépendant parce qu'il y a une magistrature indépendante et une magistrature, il faut le dire, qui dépend, on le sait, du ministère de la Justice, dont la carrière dépend du ministère de la Justice, donc du président, etc. Eh bien, vous pouvez saisir un juge indépendant qui va poursuivre l'affaire. C'est bien ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais pour X raisons, le ministère de la Justice soit oublie, soit classe sans suite, soit une affaire particulière, et que nous jugeons que les éléments que l'on a entre les mains nous portent à croire qu'il y a quelque chose d'important et qu'il faut aller au-delà, on peut saisir la justice et le juge indépendant. Et donc ça nous permet d'avoir un rôle d'aiguillon véritablement de la justice et un aiguillon indépendant. Voilà. Et donc ça c'est très important. Ça ne veut pas dire que toute affaire tomberait sans... qu'il n'y aurait plus d'affaires de corruption sans Anticor. Bien sûr. Voilà. Mais ça veut dire que nous sommes justement indépendants des pouvoirs politiques et que on peut des pouvoirs financiers aussi. Exactement, puisque on a des dons uniquement de particuliers et pas d'entreprises. Voilà. Donc nous pouvons justement apporter cette volonté citoyenne sur un certain nombre d'affaires. Alors justement, Morgane, je crois que nous avons déjà des auditeurs. Nous en avons vos réactions en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. Appelez-nous dès maintenant. Faites comme César qui est en ligne avec nous. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour André Bercoff et merci beaucoup pour vos émissions.
Merci à vous. Dites-moi. J'attendais ce sujet de la corruption depuis un moment. En plus, il y a le film Equalizer 3 avec Denzel Washington qui parle de la mafia en septembre. Donc ça va être hyper intéressant pour ceux qui... mais la mafia, c'est aux États-Unis, César. C'est pas en France. Enfin, César, qu'est-ce que vous nous racontez, là, franchement? Oui, alors allez-y, justement, allez-y. je voudrais juste alerter à mon sens et soumettre une idée, vous en ferez ce que vous voulez. Allez-y. Mais ça parle de la corruption. Donc, le problème de la corruption, c'est que ça nourrit, à mon sens, ce qu'on appelle la mafia. Et de la même façon que il y a une corruption de gauche, une corruption de droite, il n'y a pas de couleur pour ces choses-là. De la même façon, il y a des mafias de gauche, des mafias de droite, des mafias centristes. Le concept de la mafia se nourrit de la corruption. J'adore la mafia centriste. Voilà. Ça, c'est la mafia centriste, César, me donnait une grande idée, là. Allez-y, Mais par contre, mais le problème de la mafia, c'est que c'est le contraire de la République. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de gens qui votent, on fait croire aux gens qui votent, et en fait, ils votent pas. C'est le contraire de la République. La République, c'est quand les gens, ils votent. Et donc, mon idée par rapport à ce rapport de force, qui est en fait de plus en plus fasciste, de plus en plus violent... Et alors, qu'est-ce que votre idée? En fait, je pense que la première chose, d'abord, ce serait de pouvoir voter pour le président du Conseil constitutionnel, parce qu'il est très gentil, M. Fabius, mais malheureusement, personne n'a voté pour lui. En tout cas, moi, j'ai pas voté pour lui, et je pense que vous, M. Berkoff, vous n'avez pas voté pour lui non plus. Donc personne n'a voté pour lui. Et la deuxième chose, et ça c'est, je pense qu'à problème nouveau, à réflexion nouvelle et parfois solution nouvelle, je voudrais juste te dire que on a tout pour être heureux aujourd'hui. On a une technologie qui développe bien, on a l'internet, on a le téléphone, d'ailleurs je peux vous appeler grâce à ça, mais je pense que à l'avenir, il faudrait qu'on puisse voter pour un général d'armée qui soit là pour protéger les peuples et les pays. Je parle en plus du président, hein, je parle pouvoir voter pour notre général dans chaque pays, parce que si on veut lutter contre les rapports de force, il faut pouvoir avoir des gens qui représentent la force et qui aient la légitimité de voter par le peuple pour nous libérer des mafias. Voilà ce que je voulais dire. Voter pour le président du Conseil constitutionnel, voter pour un général d'armée, voilà ce que je voulais dire en termes de contre-pouvoir. Voilà. À condition, effectivement, que ce général d'armée, qu'on soit garanti de son indépendance. Là aussi, vous savez, il faut faire très attention, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais moi, je rebondis juste, Claudie Ripoul, sur l'idée de César. Effectivement, comment rétablir les contre-pouvoirs? Vaste programme. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'en France, parce que on va pas revenir sur les problèmes des séparations des pouvoirs, etc. On va pas refaire de la philosophie, mais quand même, il y a quelque chose qui est en train de comment dirais-je, comme une termitière, quoi, de s'ensabler. Oui, c'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de nos concitoyens considèrent que le contre-pouvoir, c'est l'empêcheur de tourner en rond et ne voient pas qu'au final, c'est à lui que ça nuit. Non mais pardon, Clotilde Ripoul. Oui. Le contre-pouvoir, ça devrait être le législatif. Il y a 3 pouvoirs. Oui. Enfin, je veux revenir à la base. L'exécutif, législatif, le judiciaire. Oui. Est-ce que le législatif et judiciaire exercent leur fonction de contre-pouvoir. Aujourd'hui, face à l'exécutif. ils ne protègent pas suffisamment les contre-pouvoirs. On le voit dans l'affaire d'Anticor. Que l'on ait un agrément, ça paraît normal, c'est-à-dire n'importe quelle association constituée hier ne pourrait pas aller sur n'importe quelle affaire, ça serait compliqué pour les tribunaux. Par contre, que cet agrément soit délivré par un pouvoir politique, on voit bien que... Alors qui devrait délivrer l'agrément? À des associations comme la vôtre. Un organisme indépendant. Un organisme indépendant. Voilà, qui ne soit pas nommé par le politique. Aujourd'hui, on voit bien les limites de ce système-là, puisqu'aujourd'hui, nous perdons notre agrément pour un vice de forme d'un arrêté qui a été rédigé par le secrétariat du Premier ministre. C'est ubuesque comme système. Il faudrait un organisme indépendant qui donne son agrément ou pas. Exactement. Morgane, qui avons-nous? Nous avons maintenant Frédéric qui nous appelle de Nantes, et vous qui nous écoutez, continuez à réagir en direct au 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Bonjour à votre invité et bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. J'avais une question au sujet d'Anticor, et notamment par rapport à l'épisode Covid que nous venons de vivre et par rapport à l'éventuelle corruption qu'il pourrait y avoir en matière de laboratoires pharmaceutiques, de contrats qui ont été passés pour les vaccins, de marchés publics qui ont été ou pas lancés. Et donc, est-ce que Anticor suit ces affaires et est-ce qu'il y a déjà des dossiers en cours bonne question. au plan sanitaire? Bonne question, Claudie Ripoul.
Alors, vous me posez une colle. Anticor suit toutes les affaires dans le sens où, effectivement, le sujet que vous abordez, ça fait partie des sujets que nous suivons. Maintenant, savoir s'il y a une affaire initiée aujourd'hui sur ce sujet-là, j'ai pas revu le dossier, l'ensemble des dossiers des affaires suivies par Anticor, parce qu'il y en a plus d'une centaine aujourd'hui, donc c'est quelque chose de colossal. Il y a plus d'une centaine d'affaires aujourd'hui suivies par Anticor. D'accord. Voilà. Mais tout à fait, monsieur, ça rentre complètement dans notre champ d'investigation, puisqu'il n'y a pas de champ qui échappe d'une certaine manière à partir du moment où vous avez prononcé un terme, par exemple, appel d'offres public. Voilà. Il y a des sujets qui amènent l'association Anticor à pouvoir être présente si jamais on remarque qu'il y a des appels d'offres qui n'ont pas été passés dans les règles ou des détournements. Alors, on sait, vous l'avez dit, Claudie de Ripoul, qu'Anticor a commencé à faire des recours pour récupérer l'agrément. On va suivre ça quand on le saura. Mais en attendant, est-ce qu'il n'y a pas un problème, et je parle d'Anticor comme tous les autres, est-ce qu'il n'y a pas un problème de moyens? Parce que si vous voulez, et ce que disait Frédéric, il a raison, parce que c'est vrai que l'histoire de Big Pharma, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, il y a des enquêtes un peu partout dans le monde, en Allemagne, aux États-Unis, en Suède, en Italie, partout. Est-ce qu'il ne faut pas quand même des moyens financiers? Parce que des hommes, oui, mais ça demande, c'est un travail énorme, c'est un travail considérable. Je suis bien d'accord. L'argent est un nerf de la guerre et du travail efficace de l'association, mais cet argent, il ne peut pas venir de n'importe où, il ne peut pas être des subventions publiques, puisqu'on l'a bien vu, il ne peut pas venir d'entreprises non plus, parce que on pourrait penser qu'on n'est plus indépendant. Qui paye commande, etc. Exactement, c'est pour ça que j'incitais tout à l'heure, tout citoyen intéressé. Alors juste, voilà, sur le site d'Anticor, vous avez la possibilité d'adhérer en ligne de façon très rapide, avec des sommes qui peuvent être variables selon vos moyens. Mais toute adhésion, c'est un soutien important pour l'association. Plus nous serons nombreux à adhérer et à donner à l'association, plus nous aurons des moyens, effectivement, pour être présents. Parce qu'aujourd'hui, des associations agréées en France contre la corruption, enfin, jusqu'à qu'Anticor fasse son agrément, il n'y en a que 3. Donc, c'est très peu. Il y en a 3 en tout dans toute la France. Oui, c'est ce que vous avez dit, Philippe Pasco, et c'est vrai que moi, ça m'avait absolument étonné. Je me dis, il y a 3 associations, dont la vôtre, qui sont dédiées à la lutte anticorruption. Anticorruption, voilà. C'est peu, et donc, il est important qu'un maximum de citoyens concernés viennent renforcer nos rangs, parce que c'est important aussi de montrer que le citoyen français ne vit pas dans un monde où il s'imagine que tout est beau, tout est joli, et que la démocratie n'est pas en danger avec ce type de perte de contre-pouvoir. La démocratie est en danger. Voilà, c'est important de bien faire le lien entre démocratie et contre-pouvoir et de venir soutenir Anticor. C'est sûr. En même temps, écoutez, puisqu'il n'y a que 3 associations, c'est-à-dire que la France, quand même, ne va pas si mal du point de vue corruption, franchement. À part 2 ou 3 affaires et quelques brebis plus ou moins galeuses, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait l'admirable Voltaire. Vous faites un lien entre le faible nombre d'associations et sûrement le faible nombre de si problèmes de corruption. Si la France était aussi corrompue que vous le dites, mais il y aurait des foultitudes d'associations qui seraient créées. Ah non, je plaisante à peine, mais c'est vrai que c'est très préoccupant. C'est très préoccupant parce que ce qui est très préoccupant quand même, on va pas faire du juridique, Claudie de Ripoul, ce qui est très préoccupant quand même, parce qu'il me frappe, enfin, ça ne me rajeunit pas, mais j'ai quelques décennies d'observation, qu'elles soient politiques ou sociales ou autres, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'avant, et ça a toujours existé bien sûr, on a l'impression qu'il y a un sentiment d'impunité. On a l'impression qu'on vit dans une société à irresponsabilité illimitée et que les gens font des choses, on entend parler. Je ne vais pas remonter au sang contaminé, je ne vais pas remonter au Mediator, mais enfin. Et puis au 19e, à la 3e République, les piastres, les emprunts russes, etc., etc. Enfin, ça a toujours existé la corruption, on le sait, depuis les Romains. Mais quand même qu'aujourd'hui, on soit dans une telle. Oui, écoutez, circuler, rien à voir, la question ne sera pas posée, non-lieu, non-lieu. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
veut la peau d'Anticor, André Berkoff. Les réactions de nos auditeurs en direct au 0826 300 300. Et on accueille tout de suite Jean-Pierre qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Qui a son haut-parleur, Jean-Pierre? Oui, attention au haut-parleur, Jean-Pierre. Non, je n'ai pas mis de haut-parleur parce que ça m'a été recommandé. Merci. Donc, oui, on vous écoute. Ma question en premier, il y a deux questions. Allez-y. Ma question en premier, comment fait-on pour adhérer à Anticor lorsqu'on habite Bordeaux? Vous allez sur le site d'Anticor et en ligne, tout de suite, vous pouvez adhérer. Voilà, très simple. Vous allez sur le site Anticor, donnez votre nom, tout ça, voilà. C'est fait, et c'est fait en quelques secondes, cher Jean-Pierre. Deuxième question. Oui. L'émigration et l'immigration africaine est due à la corruption. Je peux expliquer par la suite. Voilà. Et vous vous demandez si Anticor s'est attaqué à cela ou pas? Probablement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'émigration et l'immigration dont on parle maintenant, en ce moment, et dont on se plaint bien sûr, est due à la corruption. J'ai vécu en Afrique. C'est dû à la corruption qui a lieu en Afrique et dans le monde entier, bien sûr, mais je parle de l'Afrique. Donc voilà. On connaît les problèmes avec les passeurs et on sait combien coûte, effectivement, et c'est terrible, combien les 5 000 ou 6 000 euros ou 3 000 euros que chaque migrant en potentiel doit débourser. Et le trafic des passeurs, on le connaît, hélas, c'est assez terrifiant et ça rapporte des millions, voire plus. Merci Jean-Pierre. Je crois que nous avons également Serge qui nous appelle de Lyon. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Berkoff. Je vous appelle parce que l'histoire d'Anticor, pour moi, elle ressemble beaucoup à celle de Maître Wadi Akel au Liban, qui est poursuivi personnellement en justice par le Premier ministre pour avoir déposé des plaintes de corruption contre la Banque centrale libanaise. Et je me pose la question parce que ça ressemble à ce qu'on voit donc sur la séparation des pouvoirs. Qui est-ce qui nomme les juges? Dans tous les pays, je me rends compte, ou la plupart des pays, que c'est le politique qui nomme les juges. Et donc, ça commence par là. Et puis, je pense que l'expérience actuelle d'Anticor, elle vire vers devenir l'expérience au Liban où la justice ne peut rien faire parce que les juges sont aussi corrompus que les politiques. Une certaine libanisation, c'est ce que vous dites, Serge. Juste un moment, il faudrait préciser, mais corrigez-moi si je me trompe, Clotilde Ripoul, même je suis encore moins juriste que vous, mais il y a effectivement deux corps de juges. Il y a les juges qui sont nommés par le gouvernement, enfin par le ministre de la Justice, etc. Et puis il y a les juges indépendants. C'est bien ça. Oui, et je voudrais revenir sur les questions de nos deux auditeurs. Oui. C'est intéressant. Je remercie Jean-Pierre d'adhérer à Anticor. Et c'est vrai qu'on se disait tout à l'heure hors antenne que beaucoup de Français s'imaginent que la corruption, c'est toujours ailleurs. Malheureusement, il y a de la corruption en France aussi. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, effectivement, il y a des décisions, et on le voit dans le cas de l'agrément, qui dépendent indirectement, mais d'une façon très directe, du pouvoir politique. Et nous n'avons pas, il y a une réforme de la justice qui est en projet en France depuis, qui est dans les tuyaux. Depuis 500 ans. Voilà, nous, ce qu'on demande aux législateurs, c'est justement de séparer aussi cette obtention d'agrément du pouvoir politique. Oui, vous l'avez dit, il faudrait que ce soit un comité indépendant. Nous avons fait une conférence de presse à la suite de la décision du 23 juin. Ce sont, je dirais, associés à cette conférence de presse les deux autres associations agréées, Transparency International, donc il y a comme son nom l'indique, une dimension internationale, et Sherpa. Et deux représentants politiques, Olivier Marlex et Rachel Garrido, pour bien montrer, pour bien montrer qu'il y a la possibilité de la part des parlementaires de modifier cette situation. Bien sûr. Il suffit de le faire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez sur le site d'Anticor, nous appelons chaque citoyen à solliciter son député de façon à faire bouger les choses. Vous avez du pouvoir entre les mains, il faut l'utiliser. D'accord. Mais Morgane. Qui veut la peau d'Anticor, André? Vos réactions en direct au 0826 300 300. On le rappelle, Marc l'a fait, il nous appelle de Béziers.
Bonjour Marc. Oui, bonjour Monsieur Vercoff, bonjour à votre invité. Alors simplement, je voulais demander à votre invité, on voit une multiplication des commissions d'enquête au Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un intérêt quelconque? Comment ça s'articule? Comment l'association percevait une action comme celle-là? Et est-ce que c'est un écran de fumée ou est-ce que ça peut être ça joue comme un contre-pouvoir également? Oui, d'ailleurs, c'est ce que devrait être le législatif aussi, en tout cas en partie. Est-ce que les commissions d'enquête... C'est le droit du Parlement et c'est une bonne chose. C'est bien que nos parlementaires, justement, se penchent sur un certain nombre de sujets et ça permet, dans un certain nombre de cas, de préciser ou d'aider le pouvoir judiciaire après à faire son travail. Donc tout ça va dans le bon sens et travaille dans la même direction à éclaircir une situation. Il ne vous a pas échappé quand même que certaines commissions d'enquête sont closes très rapidement. C'est le parlementaire qui décide. Absolument, absolument. Nous allons effectivement parler de cela. Et moi, je suis très frappé. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que on en a beaucoup parlé ici, qu'en Amérique, Dieu sait s'il y a des choses qu'on peut reprocher aux USA et aux États-Unis, mais les commissions d'enquête, mais les poursuites, mais les contre-pouvoirs, tout donne à penser, enfin en tout cas, et qu'ils sont quand même plus forts. Il y a, si vous voulez, on voit très bien avec, que ce soit l'affaire Biden, que ce soit le Covid, que ce soit toutes les mesures qu'il y a eu. Très franchement, quand on suit un peu ce qui se passe aux États-Unis, je suis très frappé de voir le nombre de commissions d'enquête, de la Chambre des représentants, des États. Parce que le problème aussi en France, c'est qu'il n'y a pas de décentralisation de ce point de vue-là. On n'a pas, si vous voulez, il faudrait qu'il y ait, en fait, dans chaque grande ville, au moins, ou chaque communauté de communes, au moins des gens qui se disent, ah là, sur même un problème local, là, ça va pas du tout. Alors, il y a plusieurs points que vous abordez, mais c'est effectivement les moyens financiers à disposition des parlementaires aux États-Unis sont beaucoup plus importants que ceux dont on dispose en France. Donc, il y a vraiment, de ce point de vue-là, un mode de fonctionnement qui est totalement différent. Vous parliez des pouvoirs d'investigation, etc. C'est beaucoup plus important de ce côté-là. Vraiment, voilà. Parce qu'on leur donne les moyens de faire. Ils ont exactement des moyens de fonctionner qui sont beaucoup plus importants. Après, vous parliez de décentralisation. Effectivement, la décentralisation n'a pas été au bout de sa logique, et notamment en matière de contre-pouvoir. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu au sein de l'Association nationale des élus locaux d'opposition. Vous étiez à Perpignan. Voilà, mais l'opposition ne dispose pas de suffisamment de moyens pour pouvoir jouer ce rôle de contre-pouvoir, et ça, c'est dommage. Comment ça se fait? Concrètement, c'est un manque de moyens financiers, c'est quoi? C'est un peu tout. C'est un manque de moyens financiers, mais aussi un manque de moyens humains, puisqu'elle est réduite à sa portion congrue par le système majoritaire. Et donc, on a en France une culture du majoritaire, on a en France une culture du pouvoir en place, et on a du mal à donner sa place au contre-pouvoir et à légitimer, à sacraliser la nécessité du contre-pouvoir. On le voit aujourd'hui avec Anticor, on le voit dans beaucoup de circonstances, et on est encore dans un exercice démocratique qui n'est pas complètement mature, je dirais. Vous voulez dire que, par exemple, dans les conseils municipaux, un peu partout, disons dans ou dans les conseils régionaux ou départementaux, les élus d'opposition, c'est vraiment la portion congrue. C'est compliqué d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Il n'y a pas de transparence sur les documents administratifs. Ils ne sont pas communiqués à tout le monde? Ils peuvent l'être, mais s'ils ne le sont pas, vous devez demander à une instance qui s'appelle la CADA, qui rend un avis, qui n'est pas forcément suivi des faits. Donc il faut aller au tribunal administratif pour obtenir après les documents en question, etc. Il y a beaucoup de freins pour que certains types d'élus et certains citoyens puissent avoir accès à des décisions qui sont publiques et qui devraient être transparentes. Voilà, donc le pouvoir n'a pas organisé une fluidité de ce type de fonctionnement, et ça entrave le contrôle et du coup le contre-pouvoir. Et du coup le contre-pouvoir, oui, vraiment vaste
programme. Dieu sait, c'est pas les travaux d'Hercule, mais un petit peu. Mais c'est pas loin. Clotilde Ripoul, je rappelle, membre du conseil d'administration d'Anticor. On saura, j'espère pour vous bientôt, si vous aurez votre agrément ou pas, puisque c'est pas encore décidé. À votre avis, ce sera pour... Madame Borne peut décider très vite de nous redonner un agrément. Elle a 4 mois plus 2 éventuellement pour le faire. Nous espérons que ça sera très rapidement fait, de façon à ce que nous puissions continuer à faire notre travail dans la sérénité. En attendant, nous allons faire appel. Eh bien, écoutez, on va suivre cette affaire. Merci. Merci à vous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bercoff dans tous ses états revient demain à 12h30.